Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis là aujourd'hui pour vous parler du service automobile pendant la Première Guerre mondiale. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice Bélier, je suis collectionneur de véhicules anciens, je suis donc propriétaire d'un taxi de la Marne comme celui qui est présenté dans le musée derrière moi. Et je suis un petit peu spécialiste par rapport à ce créneau-là de l'épopée des taxis de la Marne et je vais vous présenter ce véhicule. Alors avant d'être un taxi de la Marne, c'est d'abord un véhicule civil, c'est un taxi parisien. Il a été fabriqué par Renault à partir de 1905 dans les usines de Boulogne-Billancourt et il a été conçu spécifiquement pour être taxi, c'est-à-dire que le cahier des charges a été établi pour être un taxi dès le départ. Il y a eu des essais comparatifs qui ont été faits, c'est Renault qui a remporté ce marché. Donc ils ont conçu un véhicule qu'ils voulaient robuste et fiable parce que le principal intérêt c'était de pouvoir le rentabiliser le plus rapidement possible. Donc c'est un petit bicylindre qui fait 1205 cm3. C'est un véhicule qui permet de rouler à 30-35 km/h. Pour l'époque, c'est pas une vitesse excessive, ça permet vraiment de se déplacer sur les grands boulevards parisiens. Et on crée un modèle qui est spécifique pour le taxi avec l'arrivée du taximètre, donc c'est le petit boîtier noir qu'on voit sur le véhicule. C'est une invention allemande et elle arrive en France à partir de vers 1903-1904. Donc les taxis permettent de transporter plutôt la haute société, faut pas se mentir, c'est plutôt les gens fortunés qui empruntent le taxi pour aller sur les grands boulevards, faire des achats à la Samaritaine, pour pouvoir aller au théâtre, à l'opéra. Et on voit bien la distinction, les passagers sont à l'intérieur du véhicule, à l'arrière, protégés, quand le chauffeur, lui, est toujours exposé à l'extérieur, exposé aux intempéries, il est juste protégé par une petite capote à l'avant qu'on appelle un tandelet. C'est un taxi qui a une particularité, il appartenait à la compagnie française des automobiles de place, c'est une compagnie de taxi qu'on connaît toujours aujourd'hui sous l'appellation G7 et on le reconnaît en fait à sa couleur rouge qui est toujours la couleur du logo actuellement. Donc pour reconnaître les véhicules à l'époque, chaque compagnie de taxi avait une couleur. La G7 était rouge, la compagnie concurrente, la G3, était verte par exemple. Donc c'est ces véhicules qu'on roulait, qui étaient majoritaires sur les rues parisiennes à la belle époque et jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui du coup ont été réquisitionnés pour la bataille de la Marne. C'est le général Gallieni qui a fait la réquisition, mais on attribue cette réquisition à des personnes civiles puisque l'intendant général Burger avait déjà réquisitionné les taxis quelques jours avant la bataille de la Marne pour l'approvisionnement du camp retranché de Paris. Et donc c'est ce véhicule qui va servir à transporter le 103e et 104e régiment d'infanterie de Gagny à Nanteuil-le-Haudouin. Donc ça représente à peu près 80 km. Et c'est là la vraie prouesse de transport de soldats à l'époque, parce que c'est la première fois qu'on utilise l'automobile à grande échelle pour l'armée. Et ça va être la prouesse de pouvoir transporter 3-4 000 hommes en dehors des sentiers battus, des boulevards, des grands boulevards, sur des sentiers battus, sur des chemins de terre qui ne sont pas forcément appropriés à l'automobile. Plus que d'un point de vue impact militaire, puisqu'on sait aujourd'hui que l'épopée des taxis de la Marne n'aurait pas changé le cours de la bataille s'il n'y avait pas eu cette opération militaire. Néanmoins, c'est la première fois que les chauffeurs de taxi, des civils du coup, sont mobilisés, sont réquisitionnés pour cette opération. Et il y a un chauffeur qui va s'illustrer, c'est Étienne Germain. Il va rester au service de l'armée les jours qui ont suivi l'épisode des taxis de la Marne, comme une cinquantaine de ses collègues. Et il va se retrouver à Moranval, donc c'est une petite commune pas très loin d'ici, où il va secourir des blessés et il va notamment avoir à son bord un caporal infirmier. Et ils vont se retrouver face aux Allemands. Le chauffeur Étienne Germain va donc faire volte-face avec son taxi et il va pouvoir protéger en fait en faisant demi-tour le caporal infirmier qu'il a à son bord et il va rentrer sur Paris avec 32 impacts de balles. Et pour cet acte de bravoure, il va être médaillé militaire. Alors, Étienne Germain était chauffeur de taxi, mais c'était donc un homme évidemment, mais on sait qu'à l'époque, il y avait aussi des femmes qui étaient chauffeurs de taxi. Si on prend par exemple Madame de Courcelles, c'est la première femme de chauffeur de taxi à avoir eu son permis de conduire et avoir sa licence de taxi. Puisque à l'époque, pour être chauffeur,
comme aujourd'hui, il fallait un permis de conduire. Donc le permis de conduire, il date de 1899. Et donc Madame de Courcelles passe son permis de conduire en 1909. Et elle était cochère précédemment et elle abandonne donc le fiacre hippomobile pour venir sur un véhicule qui ressemble un peu au taxi Renault. C'était juste une autre marque, mais c'est également un taxi. Et elle va passer donc son certificat de capacité, qui est l'équivalent de la licence de taxi aujourd'hui. Et donc on peut supposer qu'elle a pu aussi être réquisitionnée peut-être pour le transport des troupes, puisque au moment de la réquisition, les chauffeurs qui étaient dans la tranche d'âge de mobilisation étaient eux déjà partis. Donc sont restés soit les chauffeurs qui étaient plus jeunes, qui n'étaient pas encore mobilisables, ou soit les chauffeurs plus âgés, et également donc aussi les femmes qui ont principalement fait tourner après l'arrière du pays pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense que Fanny, au sujet des femmes, tu vas pouvoir nous préciser également nous donner davantage d'informations sur les femmes et le rôle qu'elles ont pu jouer dans l'armée. Oui, tout à fait. En fait, au début de la Première Guerre mondiale, il y aura 300 femmes, principalement parisiennes, pour le coup, qui auront créé une association et elles vont forcer la main à l'état-major pour pouvoir participer à ces faits de guerre. Et du coup, on va les engager. En fait, ça va être la création des premiers CDD, les contrats de durée déterminée renouvelables. Et elles vont partir comme ça, en conduisant des véhicules. Principalement, elles vont conduire, bien évidemment, on est bien d'accord, elles vont conduire des véhicules légers. Tout ce qui est camion, c'est au-dessus de leur capacité, mais elles vont pouvoir conduire des véhicules. J'ai un truc, je suis désolée. Oui, donc il y aura ces 300 femmes en fait qui vont faire ça tout le long de la guerre. Quand elles vont rentrer, quand elles vont signer leur contrat, dans les premiers temps, elles vont être habillées comme les hommes, c'est-à-dire avec le même uniforme dans le régiment dans lequel elles vont être reversées. On a d'ailleurs une photo qui est assez sympa, qui représente Marguerite, qui est dans la marine et elle va être habillée en marin avec un bachy. À partir de septembre ou octobre 17, il y a une législation qui va être votée. Et là, à partir de là, elles auront une tenue qui leur seront propres. Et cette tenue, eh bien, c'est tout simplement la même que celle que j'ai sur moi. Hormis le tricorne, bien évidemment, puisque c'est un tricorne, c'est pour le médical. C'est fait de quelle façon? Ben, en fait, on a la vareuse, 1913, on a une jupe. Sous la jupe, eh bien, tout simplement, on a un pantalon avec des bandes moltières et les brodequins. Pourquoi le pantalon et la jupe? Eh bien, tout simplement parce que quand elle devait conduire, c'était quelque chose qui n'était pas très pratique. Donc elle remontait les pans de la jupe qu'elle coinçait dans la ceinture, tout simplement, et ce qui leur permettait de pouvoir conduire aisément. Et si on regarde bien en plus, hein, on est d'accord, ça a le même aspect que la capote chez le poilu. Voilà. Après, ben, maintenant, on va peut-être pouvoir aller sur le pigeonnier, hein, pour vous montrer un petit peu la différence. En fait, les véhicules à l'époque... précisément, en l'occurrence sur le canon de 75 qui est présent ici. Voilà, avant la guerre, le constructeur de Dion Bouton a eu l'idée de construire un autocanon
armé de ce fameux Canon 75 qui a été adapté au châssis. C'est un véhicule bien particulier. C'est le Canon de Dion Bouton modèle 1913. Voilà, spécialement pour la nouvelle arme qui était inventée à l'époque, la DCA, la défense contre aéronef. Voilà, c'est vraiment un peu particulier. C'est le premier véhicule, le premier canon automoteur mobile de la Grande Guerre. Et là maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Évidemment, il y a eu des tas de véhicules différents, divers et variés. L'automobile naissante avant-guerre. Là, nous avons une mitrailleuse Saint-Étienne modèle 1907. Alors, cette mitrailleuse a la particularité d'avoir été montée sur les toutes premières automitrailleuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières automitrailleuses ont été créées en 1906, les premiers essais, 1906. Alors, c'était un châssis de voiture classique sur lequel on avait installé une mitrailleuse. Alors, au début, ce n'était vraiment pas très efficace, mais c'était quand même assez révolutionnaire. D'ailleurs, nous avons la Peugeot type 153 qui a été construite à seulement 3 exemplaires. C'est le premier véhicule, c'est un des rares véhicules à l'époque à être équipé de phares électriques et de démarreurs électriques. Voilà, maintenant on va passer la parole à Fanny. Voilà. Le camion Berlier a eu un des camions qui a pu être utilisé justement pour le transport de ces denrées. Alors là, on va rejoindre Stéphane qui va pouvoir nous parler beaucoup plus précisément de ce véhicule, assez imposant d'ailleurs. Hein. C'est là où on voit la différence. On voit bien qu'une femme ne peut pas conduire ce genre de véhicule. Hein. Tu me le confirmes, Stéphane? Ah oui, là nous avons devant nous le fameux Berlier CBA. Le Berlier CBA est rendu célèbre grâce à la voie sacrée, le convoi de la voie sacrée. C'est le camion emblématique de cette période-là. Il a été produit à énormément d'exemplaires, je crois 40 000 entre 1913 et 1932.
en plusieurs versions évidemment. Là c'est le transport de troupe classique. Alors c'était un camion relativement imposant, il a quand même 4 vitesses, il est bien conçu, il est robuste, c'est sa robustesse qui l'a rendu célèbre évidemment. Une simplicité d'entretien. Et sur ce camion, ce châssis-là a servi pour beaucoup d'autres versions évidemment. Il a servi pour des versions radiologiques, pour des tas de versions, je ne peux pas toutes les énumérer évidemment. C'est un camion très simple à conduire en plus. La Brice nous fait une démonstration de conduite. C'est vrai que la direction n'est pas assistée à l'époque. C'est un camion magnifique, entretenu par la Fondation Berlier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, Brice? Il y avait d'autres marques que par rapport aux véhicules, aux constructeurs de véhicules. En fait, Renault a aussi construit des camions d'armement. En fait, on parlait tout à l'heure du taxi de la Marne, qui a été justement construit jusqu'au début de la guerre. En fait, mais Renault, à partir du moment où la guerre est déclarée, va stopper en fait sa production de voitures classiques, de voitures particulières. Et du coup, eux, ils vont arrêter la production. La croissance de Renault va se poursuivre pendant la guerre, ce qui est un peu surprenant, mais en fait, ils vont continuer à embaucher des salariés, tout simplement parce que du coup, ils vont faire des munitions dans un premier temps, et puis après, ils vont passer à la construction de camions qui pouvaient ressembler un peu à celui-là. Par exemple, le modèle Renault EP, c'est ça, oui. Qui a été aussi même produite même pour la Russie. Hein. Ah, tout à fait, des modèles d'exportation pour la Russie. Le modèle EP a été lancé juste avant la déclaration de guerre, le modèle. Donc il a servi sous diverses versions évidemment, mais pour diverses nationalités. C'est un camion très robuste lui aussi. Excusez-moi, mais Marie Curie, elle s'est bien servie d'une Renault aussi pour faire le camion radio. La radiographie, Ah oui, les petites curies. La petite curie, on est bien d'accord. Bien sûr. Vous avez sur des bases de camions EP ou de camions Berlier, vous aviez des camions radiologie pour les dentistes, pour des tas de versions différentes. Chacun avait un usage bien particulier, mais c'était les mêmes bases. D'accord. Moi, j'ai quand même une question des questions à poser sur ce véhicule-là. Tu m'excuseras, mais on voit qu'il est quand même très imposant. Pourquoi il y a une chaîne au niveau de la roue arrière? Alors ça, la chaîne, c'est particulier, c'est pour éviter de payer des droits pour l'Italien qui avait inventé le système par cardan. D'accord. Alors Berlier s'est servi de ce système que l'on voit ici, d'entraînement par chaîne. Alors par contre, c'est un entretien assez rigoureux et périodique. Il ne fallait pas louper les entretiens puisque c'était pas l'abri de la boue, de la poussière, des cailloux et autres. Donc Berlier s'est lancé sur ce système qui était quand même archaïque mais efficace. Une autre question, ce véhicule est très imposant. Tu peux nous dire le poids de ce véhicule-là? Est-ce que tu peux nous le donner? Ce véhicule fait à peu près 5 tonnes. Il a, je crois, 2,5 tonnes de charge utile. Comme le Renault EP en l'occurrence. Mais il y avait des camions qui avaient un tonnage beaucoup plus important. Et je remarque aussi que le volant, il est à droite, comme sur le taxi de la Marne. Oui. Ça fait partie des premiers véhicules avec le volant à droite. C'était la place du cocher, en fait, sur les voitures hippomobiles. Et finalement, les premiers véhicules motorisés ont repris la place du chauffeur par rapport à la place du cocher. C'est ça, tout à fait. C'est qu'après la Première Guerre mondiale que progressivement les voitures vont commencer à avoir le volant à gauche. C'est ça. Et notamment parce que c'était plus simple pour estimer la distance au moment de se croiser. C'est ça. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc on ne se croisait pas beaucoup, mais évidemment, avec l'intensité qui augmentait sur les routes, c'était plus important après d'avoir d'autres moyens de repère. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle la conduite calèche. Exactement. Hein, on est bien d'accord. La conduite calèche, elle vient de là, en fait. Hein. S'ils n'avaient pas cette conduite-là, ça aurait été très compliqué. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut... Les poids lourds sont quand même équipés de bandages en caoutchouc. Le pneumatique à l'époque n'était pas prévu pour supporter des charges très lourdes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait énormément de crevaisons. C'est pas un peu grâce à ça qu'on peut faire la distinction entre ce qu'on appelle les véhicules très lourds et les véhicules légers, me semble-t-il. Ah oui, hein? tout à fait. Et par contre, on peut avoir aussi, a priori, puisque ça, on le voit sur les photos, où on a des véhicules qui ont des roues à bandage à l'avant, des pneumatiques à l'avant et des bandages à l'arrière. Ça, c'est après-guerre. Oui, après-guerre. Mais ceci a une explication quand même, on est bien d'accord. C'est par rapport au poids, à la répartition du poids. La répartition du poids. D'accord. Et pour ne citer que la voie, on a parlé de la voie sacrée juste précédemment, il ne faut pas oublier, c'est que c'était à peu près 9000 véhicules qui ont été engagés à cette époque-là, 9000 véhicules, et c'est 14 véhicules par seconde, et au plus fort de la bataille de Verdun, c'était 5 véhicules par seconde.
Donc c'est pour vous imaginer la noria de véhicules constante. Alors le stationnement et l'arrêt étaient absolument interdits pour éviter d'interrompre le Convoi de la Voie sacrée. Donc tout véhicule qui était en panne était poussé sur le côté ou dans le fossé. Dis-moi, tu as pas des. Il me semble que tu as des archives, toi, justement, sur une personne qui a fait. Qui était, me semble-t-il, sur la voie. Oui. Me semble-t-il, même sur la voie sacrée. Oui. C'est pas Monsieur Funillon? Monsieur Junillon. Junillon, qui était dans oui, la excuse-moi. Drôme, qui était muté de service auxiliaire, qui a passé son permis de conduire avant-guerre, Oui. qui était une note de 14 sur 20 en automobile et en camion, et qui a servi d'un service automobile pendant la bataille de Verdun. D'ailleurs, tu m'avais montré un document qu'il avait en sa possession. Puisque C'est le plan de circulation oui, de, qui est du très... Convoi de la Voie sacrée. Tu peux nous expliquer un peu ce plan, s'il te plaît? Alors il y a un sens de circulation, on pouvait circuler que dans un sens, et il y avait la couleur des phares, on devait respecter une couleur de phare, phare bleu, phare jaune, enfin il y avait un règlement à suivre, et une vitesse aussi, qui était réglementée. C'est-à-dire que tous les tracteurs d'artillerie, les véhicules beaucoup plus lourds, devaient rouler à 5 km/h maximum, pour ne pas endommager la remorque qui tractait. Et quand les véhicules tombaient en panne, ça se passait de quelle façon? Ben, ils étaient poussés directement sur le côté, et réparés plus tard, si c'était possible. D'accord, parce qu'il fallait absolument pas que ces routes elles se retrouvent bloquées. Ah non, non, il ne fallait jamais interrompre la circulation. D'accord. C'était absolument interdit. D'accord. C'était l'artère vitale pour la bataille de Verdun, pour provisionner le front. Ok, donc on peut supposer que ce qui a été mis en place sur Verdun a très bien pu se mettre en place sur d'autres zones de combat. Sur d'autres zones, mais Verdun, c'est vraiment l'exemple de la grandeur de cette organisation. D'accord. Pareil, il me semble que j'avais lu quelque part que quand la guerre démarre, on n'est pas très bien achalandé en termes de véhicules dans l'armée. Hein, très peu de véhicules. on en a très peu. Je crois qu'il y a moins de 200 véhicules dans l'armée. Il me semble-t-il. Moi, j'avais vu quelque part qu'il y avait des réquisitions. Hein, j'ai eu de la documentation. Et pour ces réquisitions, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des documents en mairie qui répertoriaient tous les véhicules qui étaient réquisitionnables. Réquisitionnables, oui. D'accord. Hippomobile et automobile. Automobile, c'est ça. Moto aussi. Voilà. Mais à la différence de l'hippomobile, c'est que cette réforme, elle apparaîtra qu'à partir de 1906. Oui, tout à fait. D'après les recherches, on sait qu'on avait moins de 200 véhicules au démarrage de la guerre. Et en quelques semaines, on va se retrouver à plus de 7500, justement par ce système de réquisition, mais pas que. Il y avait aussi le système où l'État subventionnait à 50% l'acquisition de des véhicules pour le particulier. Alors moi, pour que j'ai lu, c'était surtout les camions, les poids lourds. Oui, c'est ça. L'État subventionnait à la hauteur de 50%, mais à condition que le propriétaire entretienne le véhicule et soit mobilisable à tout moment. C'est ça. Le véhicule et lui-même en tant que chauffeur. C'est ça. Donc cette chose-là va se mettre en place dès la mobilisation, en fait. Oui, dès la mobilisation, oui. D'ailleurs, finalement... on voit des photos d'époque avec des utilitaires, avec des publicités, Le Bon Marché et autres, des véhicules qui ont été réquisitionnés tout de suite, ils étaient inscrits sur les registres. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et ça fait finalement suite à la réquisition des taxis de la Marne. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et je sais que ça démarre dès 1906. Ça c'est sûr. On a retrouvé des archives dans notre village d'ailleurs, où la première automobile du village, c'était mon grand-père qui l'avait, il avait acheté déjà d'occasion en 1905. Quand même, il faut savoir, c'est qu'en 1985, donc on est loin de la Première Guerre mondiale quand même. En 1985, c'est à Montfavet. Il est arrivé une correspondance où il demandait, à l'époque, en 1985, il demandait quels étaient les bâtiments qui pouvaient être réquisitionnés pour faire des hôpitaux en temps de guerre. 1985. Donc on y est toujours. D'accord ? Et là maintenant, on va aller tout doucement vers le char. Et là, c'est Stéphane qui va pouvoir nous en parler. Alors là, nous avons un des premiers blindés, c'est surtout le plus abouti, c'est le Renault FT.
je dis bien le Renault FT pour les puristes, on ne dit pas FT17. Donc ça c'est le Renault FT, c'est le char le plus, c'est Renault qui l'a produit, c'est le char le plus abouti. Parce qu'il a des chenilles enveloppantes, une tourelle pivotante. Nous avons aussi d'autres chars qui ont été produits auparavant, le char Schneider et le char Saint-Chamond. Alors ils n'ont pas été construits par le même constructeur, chacun a fait son projet de son côté, mais ils sont beaucoup moins évolués que celui-ci. Il n'a pas de tourelle, c'est plus grossier, plus d'hommes, là nous avons que 2 hommes d'équipage. Alors ça c'est un char mâle avec le canon, et le char femelle c'est celui qui est équipé sur une tailleuse Hotchkiss. Voilà, donc nous avons aussi le char Saint-Chamond, alors lui c'est 8 hommes d'équipage, c'est un monstre d'acier, pas bien réussi, mais bon, c'était le premier char. Hein. Alors ça a été conçu sur la base d'un tracteur artillerie Holt. C'est le boucher qui a conçu ce char à partir de ce tracteur artillerie. On prend le char, on le fait chenille, et en le transformant en un cuirassé d'assaut, c'est ce qu'on appelait comme ça à l'époque. Donc c'est pas le plus abouti, mais quand même, il était quand même un peu efficace. Voilà. Et après, il y a eu le Schneider aussi qui a été construit dans la même période, qui était beaucoup plus petit, qui a la même base de traction, mais l'équipage était un peu plus léger. Voilà. Mais ces 2 chars avaient quand même pas mal de défauts, c'est un franchissement, ils avaient un porte-à-faux, surtout au Saint-Chamond, trop important. Il avait tendance à se ficher dans la tranchée, dans l'autre côté de la tranchée. Mais c'est le seul matériel que nous avions de disponible à cette époque. Alors il me semble, hein, Stéphane, que vous avez utilisé votre char à vous, l'association Mémoire de Poilus, lors de reconstitution historique. Je vous propose qu'on passe un petit extrait justement sur cette démonstration. La première bataille, en fait, donc on panique un peu, on a un peu le stress parce qu'on se dit est-ce qu'il va démarrer au bon moment, est-ce que tout va fonctionner? C'est ce qu'on a appelé l'offensive du printemps, quand les Allemands repoussent les lignes françaises. Le char Saint-Chamond. Stéphane à la conduite, Fanny au canon. Les Allemands simulent un tir et les artificiers font le reste. Merci Stéphane en tout cas pour cette intervention. Il me semble que dans vos projets avec l'association Mémoire de Poilus, vous avez aussi travaillé longuement, et Fanny particulièrement, sur des destins de femmes qui ont été sous contrat dans les armées. Fanny, si vous voulez bien nous en parler. Ah oui, il y en a eu quelques-unes, on va dire, puisqu'on a eu Nicole Girard-Mangin. Alors moi, je l'appelle Nicole parce que ça fait des années que je la côtoie et j'ai l'impression qu'on est très intime. Nicole Girard-Mangin a quand même une relation avec l'automobile, puisque c'est la première femme médecin de la Première Guerre mondiale. Elle sera médecin-major première classe, qui correspond quand même à commandant. Et pourquoi elle va être... elle va avoir une relation avec l'automobile? Tout simplement parce que quand elle va être mobilisée, par erreur d'identification en fait, au départ, puisqu'on va prendre Girard pour Gérard, il est bien évident que quand elle a passé la visite médicale, dès le départ, ils vont bien voir que c'est une femme, mais comme il manque cruellement de médecins, ils vont la valider, et quand elle va être représentée à la deuxième commission, ils le voient aussi. Et là, ils se disent que vu que le premier a dit que c'était OK, le deuxième dit c'est OK. Et là, voilà parti. Mais comme ils sont bien ennuyés avec elle, ils décident de l'envoyer dans un coin tranquille, en fait. Ils vont l'envoyer à Verdun. Et donc, elle va faire toute la bataille, la première bataille de Verdun. Et elle va, quand il va y avoir le recul, on va évacuer les hôpitaux. Et Nicole Girard-Mangin va refuser de partir parce qu'il reste 4 blessés dans son hôpital, et elle décide que tant qu'ils ne seront pas évacués, elle ne partira pas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chaparder une ambulance Berlier, aller récupérer les blessés et les ramener à l'arrière. Et quand elle va faire cet état de fait, elle va être blessée, elle va prendre des éclats de verre. Alors la légende dit qu'en fait elle va prendre des éclats de pare-brise, ce qui est faux. Alors je vais faire une petite rétrospective arrière. On a parlé du service automobile et je vous ai parlé de leur uniforme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'uniforme qui a été décidé pour le service automobile, en fait, découle
de l'uniforme de Nicole Girard-Mangin, c'est-à-dire c'est l'uniforme que je porte aujourd'hui, qui est un uniforme couleur kaki anglais. Là, pareil, la légende dit qu'en fait, elle a cet uniforme-là parce qu'il lui a été offert par les Anglais, ce qui est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les officiers de l'époque ont refusé catégoriquement à ce qu'elle soit habillée comme eux. Donc, ils vont lui donner ce tissu-là, en lui disant qu'il faut qu'elle aille se faire confectionner son uniforme. Donc, elle va se faire confectionner son uniforme et elle va avoir une vareuse coupe française, coupe française, modèle 1913. Et quand en 1915, on va passer au Bleu Horizon, elle aura une vareuse, mais qui sera de coupe anglaise. Ensuite, je vais pouvoir vous parler d'une autre personne qui est Marie Marvin. Alors, j'ai une petite question pour vous, Fanny. Oui. Vous avez rencontré un descendant de la famille de Nicole Oui, monsieur Girard-Mangin. Philippe Est-ce que vous Ouaché. pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors j'ai eu la chance, c'est vrai que ça a été un travail d'un peu de longue haleine, puisque j'avais essayé de contacter les descendants, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer monsieur Philippe Ouaché, qui est le petit-neveu de Nicole Girard-Mangin. Et ça a été vraiment un moment très important. Ça a été au moment où j'ai été invitée à l'école de l'IRA, parce que la marraine de promotion de l'école de l'IRA en 2018 était Nicole Girard-Mangin. Du coup, ils m'ont contacté pour que je puisse être présente pour cette année-là. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Philippe Ouaché, et ça a été une rencontre très riche, puisque lui, il n'avait que la partie personnelle, et moi, je n'avais que la partie militaire. Et cette rencontre a fait qu'on a pu avoir un tout. On a un avion dans le musée de la Grande Guerre. Il me semble que Marie Marvin avait aussi... Oui, alors on a Marie Marvin qui est, alors elle, par contre, à la différence de Nicole Girard-Mangin, s'est vraiment fait passer pour un homme, puisqu'elle va partir à la guerre en se faisant passer pour un homme. Elle sera dans les chasseurs à pied. Elle va y rester plusieurs mois jusqu'à ce que son cousin la dénonce. Et après, elle va retourner dans ses foyers. Une fois arrivée dans ses foyers, elle a décidé que, non, elle continuerait et qu'elle voulait retourner au combat. Donc, elle va faire des démarches, on va dire, très poussées auprès de M. Joffre jusqu'à ce qu'il cède et qu'il la renvoie au combat, mais théoriquement au service sanitaire au départ. Pourquoi au service sanitaire? Tout simplement parce que c'est une personne qui était déjà détentrice de son brevet de pilote, donc il savait piloter. Elle était très avant-gardiste, puisque en 1913, elle va imaginer, même pas imaginer, elle va dessiner et elle aura le concept de l'avion sanitaire dès 1913. Elle va le commander en 1913. Et il ne sortira pas parce qu'en fait, ça sera commandé à Deperducin, l'entreprise Deperducin. Et en fait, Deperducin va détourner l'argent parce qu'il est en faillite en fait. Et là, du coup, l'avion ne sera pas construit. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les différences entre l'avion de Marie Marvin et celui qui est présenté dans le musée? Alors, globalement, les différences. Alors, la différence, on pourrait la trouver avec... en fait, le Deperducin est un avion... beaucoup plus simple que celui-ci. Il a une seule voile, me semble-t-il, et sur celui qu'elle va dessiner et qu'elle voulait faire construire, sous le fuselage, on a une espèce de coquille qui permettait de pouvoir mettre deux brancards, à la différence de ce qui va être fait au cours de la guerre, puisque les avions sanitaires qui seront créés, on va les glisser par le dessus du fuselage, ce qui va être pas pratique du tout en fait. Pour charger les soldats. Voilà. Par contre, pour anecdote, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marie Marvin, avant d'être dans le service médical, va faire des raids aériens au-dessus de Reims. Berlin. Amiens. Et pour aller bombarder les usines d'armement. Les usines d'armement. Et elle aura plusieurs médailles puisqu'elle va faire plusieurs raids de ce style-là. Alors pourquoi alors là c'est pareil, quand on étudie un peu Marie Marvin, tout le monde dit en fait qu'elle a toujours été refusée sur l'aviation. En fait non, c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle se fait passer pour un homme, elle demande à être dans l'aviation et ça va être refusé. Et le problème qui se pose pour elle, c'est qu'elle ne peut pas dire
qu'elle est détentrice de son brevet de pilote, puisque si elle dit qu'elle est détentrice de son brevet de pilote, elle est obligée de donner sa véritable identité. Donc, elle est refusée et elle va se retrouver dans les tranchées. On va aller voir maintenant pour les tracteurs d'artillerie avec Stéphane. Voilà, là nous avons un très gros tracteur d'artillerie automobile, le Latil TAR. Alors Renault en a fabriqué aussi sa propre version, c'est le type EG. Alors ça, la particularité de ce véhicule, c'est qu'il a 4 roues motrices et directrices. Il a une boîte 5 vitesses, un treuil à l'arrière avec un cabestan, il a une très grande puissance de tractage. Donc des essais ont été faits, le premier prototype est sorti en 1911. Et ce camion a été prévu pour tirer des grosses pièces d'artillerie comme vous voyez derrière. C'est un canon de 155, une pièce qui pèse plusieurs tonnes. Donc ce camion était capable de se sortir des d'ornières. On pouvait accrocher ici des chaînes. Et le fait qu'il ait 4 roues directrices et motrices, c'était spécialement prévu pour tracter des grosses pièces comme ça très lourdes. Donc Brice, je t'apprends que Renault a fabriqué aussi un modèle qui est assez similaire dans sa conception, avec le même capot, la même forme. Voilà, nous avons un véhicule parfaitement restauré qui vient de la Fondation Berlier. Mais par contre, je vois que sur les côtés des véhicules, il y a des outils. Alors ça, tous les véhicules à l'époque étaient avec leurs outils de parc, c'est pour se dépanner. Alors une pelle, une hache, une pioche, du cordage, des câbles, de quoi pouvoir se dépanner et se sortir de mauvaises situations. D'accord. Et en termes de camouflage, est-ce que les véhicules motorisés en faisaient l'objet également ou pas? Ah oui, dès 1916, on voit déjà des véhicules camouflés. Mais parce que l'évolution de l'aviation aussi, on pouvait observer en l'air, on pouvait observer le mouvement des troupes et des camions et pouvoir les bombarder ou les attaquer ou les signaler à son artillerie. Donc évidemment, on avait inventé, le camouflage était inventé pendant la guerre et on peignait les camions. Évidemment pour des soucis de visibilité. Mais il y a quand même des camouflages qui sont certes artistiques quand même. C'était des peintres au départ qui ont inventé le camouflage. Sur les uniformes, sur les véhicules, sur les canons, sur tout. On camouflait même les routes à l'époque. On camouflait les routes justement pour le cacher de l'ennemi. Alors j'avais lu pareil sur le camouflage, j'avais lu par exemple principalement pour le char Saint-Chamond, hein, puisque c'est on va dire que c'est le char où il y a le plus de camouflage qu'on peut voir, hein, que sur le dessus, hormis les taches, on ne faisait pas de dessin de branchage ou de choses comme ça. Si on faisait quand même du camouflage, pas au début, mais après il y avait le camouflage d'usine qui s'est fait principalement par les femmes aussi. Et après, il y avait du camouflage dans les unités. Chaque unité avait son propre camouflage. Alors évidemment, ils devaient l'adapter en fonction du terrain sur lequel ils évoluaient. Et on avait aussi, on voit des photos d'époque où les soldats rajoutaient des branchages dessus pour se camoufler davantage. C'est là où on se rend compte qu'en l'espace des 4 ans de guerre, par rapport au taxi de la Marne au tout démarrage, qu'eux ont dû rouler de nuit pour ne pas être repérés, il y a eu quand même une sacrée évolution technique. À la fois sur l'aspect matériel, motorisation, mais aussi sur l'aspect technique, stratégie au sein de l'armée. Ah ben, tout a évolué en fonction de l'automobile, du moteur à explosion, puisqu'évidemment on se déplaçait beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, avec des charges beaucoup plus importantes. Le problème d'approvisionnement a dû être réglé assez rapidement pour le carburant, parce que quand même il faut approvisionner, on n'a pas de forage là à fournir, mais on a quand même du carburant. Donc aussi le train qui est obligé de suivre. Le train, c'est tout ce qui est matériel, équipement, parce qu'il faut réparer les camions, il faut des ateliers de campagne, il faut changer les pneumatiques, les réparer, récupérer les pièces endommagées, les véhicules endommagés, pour les rapatrier à l'arrière, pour prélever des pièces dessus. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne technologique. Entre 1914 et 1918, fantastique. On est passé en gros des chevaux aux voitures avec des pneumatiques, un moteur explosion, l'éclairage électrique. C'est un bon formidable. Moi, je me souviens du dernier poilu de notre village, qui était le dernier poilu de la région PACA, M. Marius Estrata, qui est à l'origine de notre association en plus, et qui est exposé au musée en plus. Donc, je vois que ce monsieur-là, il m'a raconté sa guerre. Ça a été dur pour lui, mais bon, il m'a raconté le bon technologique qu'il a vécu. Il est passé de la lampe à pétrole, de la paille dans ses sabots, à l'homme qui a marché sur la Lune. Donc il a vécu le siècle le plus riche en technologie, en évolution. Nous, on ne vivra plus jamais ça, parce que maintenant, ça évolue tous les jours.
Mais là, c'est un bond. On est passé de la charrette à l'homme qui a marché sur la Lune. Merci en tout cas Stéphane pour toutes ces informations à la fois techniques et en même temps d'aller au-delà de la Première Guerre mondiale. Du coup, vous avez cité Marius Estrata comme étant à l'origine de votre association. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus de son histoire? Alors, Marius Estrata, c'était un ami de notre famille. Il habitait à côté de chez mes grands-parents, dans mon village natal. Et moi, étant gamin, j'étais déjà passionné par l'histoire en général, hein, surtout la Grande Guerre. Et un jour, j'ai eu envie de discuter avec lui, qui me parle de sa guerre. Monsieur Estrata a mis 2 ans à se décider à me répondre, à me recevoir surtout pour m'en parler. Alors, je le croisais tous les jours, hein, mais... il m'a raconté sa guerre, et ça a été un moment très émouvant pour moi, surtout quand il m'a entamé la chanson de Crown, quand il me l'a entonné et tout, c'est émouvant, c'est très émouvant pour quelqu'un qui l'a connu, quoi. Et ce monsieur, on a fait une exposition en son honneur, en 2002, et on a eu un tel succès qu'on a créé l'association. Voilà, c'est Marius Estrata, et d'arriver ici au musée, de le voir dans une exposition, dans une salle, c'est fabuleux pour nous, la boucle est bouclée en quelque sorte. Donc c'est une véritable histoire qui vous lie au musée de la Grande Guerre finalement aujourd'hui, avec ce portrait qui a été fait par Didier Pazery et qui a toute une série de portraits exposés chez nous de manière permanente. Et donc Marius, dernier poilu de la région PACA, vous en êtes très fiers et ça lie encore plus donc cette histoire de mémoire de poilu avec le musée. Brice, vous également, vous êtes très investi auprès du musée depuis sa création. Vous avez l'habitude aussi d'être présent avec mémoire de poilu sur des événements de reconstitution historique. Vous êtes des passeurs de mémoire tous ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, on représente les taxis de la Marne parce que c'est vraiment l'épopée qui correspond au véhicule dont on est propriétaire. C'est vrai que c'est important pour nous de transmettre ce devoir de mémoire et de ne pas garder ce véhicule uniquement dans le garage. Il roule encore, il a certes une mécanique ancienne, mais il roule encore et tout l'intérêt est de pouvoir le montrer en situation dynamique. C'est vrai qu'avec toute la période des commémorations du centenaire 14-18, on a eu beaucoup l'occasion de rouler et de faire des manifestations, dont le centenaire des taxis de la Marne, où on a refait l'itinéraire d'époque, des Invalides jusqu'à Nanteuil-l'Audouin, sur une journée de route, qui a été de nouveau une vraie épopée pour nous. Mais tout au long de l'année, on continue à faire des commémorations, de présentations au public. Et on est toujours ravis d'être super accueillis par le musée de Meaux pour le week-end de reconstitution. Et puis, dans les temps libres qui restent dans l'année, on a aussi cœur à continuer de collecter toutes les informations qu'on peut retrouver, tous les témoignages d'époque, tout ce qui est photographies, journaux, qui peut relater sur les taxis de la Marne. Sur la quantité de chauffeurs, on sait qu'il y a à peu près 1100 taxis qui ont été réquisitionnés à l'époque. Aujourd'hui, on a le nom d'une petite dizaine de chauffeurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'archives, puisque c'était des civils, et donc c'était pas une opération... les chauffeurs n'étaient pas militaires, donc il n'y a pas d'archives qui ont été conservées par les compagnies de taxis. Le Trésor public a, lui, réglé la facture de la réquisition aux compagnies de taxi, mais les compagnies de taxi aujourd'hui n'existent plus, hormis la G7. Donc c'est très difficile de pouvoir retrouver des chauffeurs, la certitude que les chauffeurs ont participé à la réquisition. Mais c'est un travail de longue haleine et on y arrive tout doucement. Et je pense notamment aux familles de descendants qu'on continue de rencontrer. On a un peu la similitude avec l'association de Fanny Stéphane. Parce que moi je suis en contact avec Daniel, qui est l'arrière-petite-fille d'Étienne Germain dont on a parlé tout à l'heure. Et puis je pense aussi à Elisabeth qui me donne un grand coup de main pour tout ce qui est recherche généalogique et sur les recensements par exemple, puisque ça permet de d'éplucher en fait les recensements qui étaient à Levallois-Perret pour retrouver les noms des chauffeurs qui étaient employés auprès de la G7 à cette période-là. Donc à la fois un travail de présentation au public et à la fois un travail de fond pour les recherches sur l'épopée des taxis de la Marne. Merci à vous quatre d'être venus, d'avoir répondu présent, d'avoir fait beaucoup de kilomètres aussi pour le musée de la Grande Guerre. Alors en plus vous les reverrez très prochainement chez nous
puisque ce sont des fidèles du musée comme bon nombre d'associations de reconstitution historique. Donc Mémoire de Poilus et les Taxis de la Marne sont présents tous les ans pour le week-end de reconstitution. Le musée donne rendez-vous à l'histoire vivante qui aura lieu au mois de septembre 2021, un week-end assez particulier puisqu'on commencera à fêter les 10 ans du musée de la Grande Guerre. Je vous le donne aussi un peu avec de l'avance. Fanny et Stéphane viendront avec leur char, la Madelon, au mois de juin pour un autre événement aussi autour des véhicules pour faire le lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc un week-end consacré à ces véhicules blindés, tout-terrain. Vraiment, on va en prendre plein les yeux et je pense plein les oreilles. Aussi, aussi. Pas vous confirmer. Voilà. Et puis il y a toutes les autres associations auxquelles on pense, qui nous regardent, qui nous accompagnent depuis le début, qui nous ont rejoints en cours de route. Et voilà, ils en sont la preuve. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous du musée Dans mon canapé, c'est pour les enfants, mercredi à 14h30. Donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de dimanche et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.